Merci Jean-Luc Trancard pour cette présentation qui était très claire et tout à fait passionnante, même pour les non-initiés. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste Séjourné. Vous allez nous parler notamment de la complémentarité entre les différents acteurs dans ce secteur de l'eau. Merci d'abord à Fondapol pour son invitation. Donc, j'interviens en tant que président du groupe de travail hydroélectricité de l'Union française de l'électricité. Ce groupe de travail rassemble la totalité et la quasi-totalité des hydroélectriciens en France. Donc bien sûr EDF, GDF Suez à travers la Compagnie nationale du Rhône et la Société hydroélectrique du Midi. France Hydroélectricité qui rassemble les petits producteurs d'électricité et puis aussi les acteurs qui ont l'ambition d'investir dans l'hydroélectricité en France. Je citerai des grands électriciens européens comme E.ON et Enel ou Vattenfall. Étant le dernier intervenant de la matinée, j'essaierai d'être aussi synthétique que possible et de laisser le temps pour les questions. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'insister de manière aussi brève que possible sur 6 points clés, 6 idées qui ne sont pas forcément tous bien connus et qui positionnent les hydroélectriciens par rapport à cette question de la gestion de l'eau. La première idée, c'est que la France est un grand pays hydroélectrique et que la France dispose d'un cadre législatif et réglementaire qui est à la fois moderne et efficient. Alors, un grand pays hydroélectrique, la France, derrière la Norvège, est avec 67 TWh en moyenne, le deuxième producteur hydroélectrique en Europe. Ça-ci représente 90% de l'électricité renouvelable produite en France, nonobstant tous les efforts qui sont faits par ailleurs sur d'autres technologies renouvelables. Par ailleurs, l'hydroélectricité a un rôle essentiel pour garantir la sûreté du système électrique par sa capacité d'intervention rapide en cas de défaillance de d'autres ouvrages. Et ceci est possible parce qu'il y a des grands réservoirs de barrages. Le deuxième point, c'est que cette réalité est largement méconnue par rapport à ce que nous pouvons observer dans d'autres grands pays hydroélectriques. Je pense aux pays scandinaves, je pense à la Suisse, je pense à l'Autriche. Et donc nous avons une filière industrielle qui se situe au carrefour de grandes préoccupations, que sont le changement climatique, que sont la préservation de la biodiversité, que sont la promotion de l'industrie ou la problématique de la ressource en eau. Ce cadre, il est moderne et il est efficient, même s'il est basé sur une loi ancienne, quasi centenaire, de 1919, qui a créé la base du développement de l'hydroélectricité en France et qui a intégré, même si les termes n'existent pas dans la loi, bien évidemment, les grands enjeux du grand cycle de l'eau, notamment en permettant de garantir les droits de chacun et la sécurité de tous par rapport aux grands risques que sont la sûreté des ouvrages ou notamment les crues. Et donc cette loi pose les bases d'un équilibre qui est en permanence rediscuté entre alimentation en eau, agriculture, l'irrigation, on en parlait tout à l'heure, navigation, et puis des activités connexes, comme le développement du tourisme, les sports liés à l'eau, ou bien entendu la dimension environnementale qui a fortement pris de l'ampleur ces dernières années avec la préservation de la biodiversité. Cette loi, elle est moderne parce qu'elle a été actualisée en 2005 par la loi sur l'énergie, qui a intégré la dimension énergie renouvelable, en 2006 par la loi sur l'eau, qui a donné toute sa dimension et qui a fixé des objectifs très ambitieux en 2015 pour le bon état écologique des eaux, et puis aussi à travers un volet financier très important, puisque en 2006, en loi de finances, une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires a été créée, et donc qui permet pour le futur de répartir la valeur dégagée par ces ouvrages hydroélectriques entre le concessionnaire, l'État et aussi les collectivités territoriales, avec une redevance qui sera à moitié partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Ça, c'est le premier point que je voulais développer. Le deuxième point, la deuxième idée, c'est la convergence d'intérêts, la complémentarité des acteurs hydroélectriciens par rapport aux autres acteurs de l'eau. Alors plutôt que, je donnerai des illustrations plutôt que de grandes théories de cette convergence d'intérêts. On peut la voir sur des grands fleuves, sur le Rhône, sur le Rhin, avec la dimension navigation sur ces fleuves. On peut voir à travers la Durance sur l'irrigation et l'alimentation en eau de toute la Provence. On peut le voir sur la protection contre les crues, sur toutes les attractions touristiques. Deuxième élément,
Cette convergence, elle se manifeste aussi avec l'étroite symbiose qui existe en matière avec les territoires, avec l'économie de montagne, tout l'intérêt que portent les élus de montagne à l'hydroélectricité, à travers les actions qui peuvent être financées par les taxes et redevances de l'hydroélectricité, par l'activité et industrielle et artisanale qui existe sur les territoires où est l'hydroélectricité, par les activités touristiques. Enfin, c'est la contribution qui est apportée par rapport à la qualité des milieux aquatiques dans une démarche de progrès qui est en permanence renouvelée et qui vise à rechercher à mettre en œuvre les meilleures technologies pour accroître la richesse écologique des cours d'eau, qui passe par les débits réservés, les passes à poissons, la renaturation des bras de rivière. Et par le fait que l'hydroélectricité va, entre guillemets, céder 2 TWh de contribution en énergie, justement, pour permettre d'améliorer la continuité écologique. Donc c'est toutes ces actions qui permettent cette large convergence d'intérêts. Troisième élément, sur le financement. J'ai déjà évoqué la redevance sur chiffre d'affaires, mais ce qui est important de noter, c'est que cette redevance sur chiffre d'affaires, qui va être très importante dans son impact financier, elle vient compléter des dispositifs déjà existants, certains depuis 1919, qui sont soit basés sur le principe d'un retour vers les territoires, du patrimoine industriel hydroélectrique, par la force motrice sauvage, l'énergie réservée, enfin, il y a de multiples dispositifs, soit par le concept pollueur-payeur qui passe par les agences de l'eau. Donc, aujourd'hui, nous considérons que les bases de la participation d'hydroélectricité au financement du grand cycle de l'eau existent à travers l'ensemble de ces dispositifs. Quatrième idée, c'est un petit focus sur les grands réservoirs hydroélectriques. Parce que les grands réservoirs hydroélectriques, ça représente contre 90% des réserves artificielles d'eau douce en France. Donc, c'est un enjeu majeur. Cet enjeu, dans la vision énergétique et électrique, il est fondamental parce que c'est la seule technologie de stockage en masse de l'énergie électrique qui existe à ce jour. Et donc, c'est ce qui permet au système électrique de bien fonctionner et d'assurer sa sûreté. Un exemple, lorsque le 4 novembre 2006, il y a eu un incident en Allemagne, à Hambourg, avec un problème sur une ligne 400 kV lié à un bateau, c'est l'hydroélectricité française qui a permis de soutenir et de sauver le système électrique français et donc européen. Et donc en 5 minutes, c'est 12 000 MW qui ont démarré. Et donc c'est cette capacité, dans les moments de crise, à répondre à ce besoin de sécurisation du système électrique. Alors, par ailleurs, aujourd'hui, les dispositions permettent de gérer les conflits entre l'été et l'hiver, l'énergie de réserve pour la sûreté du réseau électrique et le déstockage pour l'irrigation. Et donc, c'est fait au cas par cas, localement, avec des dispositions qui ont montré, dans la durée, depuis certaines 1919, leur bon fonctionnement. Et ce besoin, il va être encore plus important par le futur, parce que avant, on n'avait pas d'éolien et d'éolien terrestre ou de photovoltaïque. En 2020, la France veut avoir 25 000 MW d'éolien terrestre et d'éolien offshore, autant que les 25 000 MW d'énergie hydraulique. Et donc, il faut de plus en plus être en mesure de manager ce besoin de répondre à l'intermittence de ces énergies renouvelables qui sont par ailleurs indispensables. Et donc, il faut être en mesure, à chaque instant, d'arbitrer entre des considérations pratiques qui sont un débit minimum écologique sur toute l'année, un volume nécessaire à l'irrigation, notamment pour le maïs, par exemple, comme ça a été évoqué, lors d'une canicule, et une saute de vent imprévisible. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à piloter, et c'est ce qui fait que pour le système électrique, ces barrages, enfin ces réservoirs en eau, sont particulièrement importants, surtout pour le futur. Cinquièmement, je vous ai dit, nous avons une grande filière hydroélectrique en France, mais au-delà de cette filière, il y a toute une industrie derrière. Il y a toute une industrie qui exporte et qui est encore mieux connue à l'étranger qu'elle n'est connue en France. C'est des turbiniers comme Alstom. C'est un ensemble de scientifiques, des écoles d'ingénieurs. Donc il y a toute une école française aussi de l'hydroélectricité qui est très présente et qui est reconnue mondialement, notamment par la Banque mondiale. C'est également beaucoup de PME que vous ne connaissez pas forcément, qui s'appellent Bouvier, ESAC, Mécamidi ou MJ2. Donc c'est tout un ensemble, un tissu qui aujourd'hui n'est pas assez mobilisé, qui vient complémentairement citer toutes les grandes entreprises et les PME qui ont été citées, qui travaillent sur le petit cycle de l'eau. Donc nous pensons que la France peut renforcer sa position de pays hydraulique et hydroélectrique en faisant mieux jouer les coopérations entre ces filières qui travaillent sur le grand et le petit cycle de l'eau. Sixième et dernière idée, elle est courte, simplement pour vous dire que les acteurs
de l'hydroélectricité, mais pas simplement, avec les élus, avec les associations de défense de l'environnement, avec les pêcheurs professionnels. Eh bien, nous avons signé une convention assez fondatrice en juin 2010 avec le ministre d'État Jean-Louis Borloo, par déclinaison du Grenelle de l'environnement, sur le développement d'une hydroélectricité durable. Donc c'est une convention qui représente des engagements dans l'énergie de viser 3 TWh net de développement en 2020 et 3000 MW, développement dans l'environnement en 2015 d'avoir 2/3 des masses d'eau en bon état écologique, et puis derrière des effets d'entraînement sur la création de l'emploi local, dans les vallées, sur les territoires, et aussi de faire en sorte qu'on puisse, avec ces succès français, entraîner sur les territoires l'ensemble des acteurs, y compris des artisans, mais aussi avoir une démultiplication à l'international. Donc, un mot de conclusion, vous le voyez, donc une filière hydroélectrique qui est un point fort de la France, qui dispose d'un cadre moderne, législatif moderne, on n'a pas besoin de lois et de règlements supplémentaires, qui est en convergence d'intérêts avec tous les acteurs de l'eau, qui a dont on a défini sa participation financière au grand cycle de l'eau, qui a une dimension de développement importante à l'international, et où les acteurs sont en France engagés dans une action très concrète à travers ces actions de la Convention pour le développement durable. Donc ce qui nous paraît important, ça rejoint des messages qui ont été passés sur la première table ronde, c'est qu'il faut renforcer les coopérations entre les acteurs de l'eau, ceux qui interviennent dans l'eau pour l'énergie, pour l'électricité, l'hydroélectricité, pour faire en sorte, tant au niveau national, mais surtout dans une perspective internationale, de faire mieux jouer les coopérations et les synergies entre ces différentes filières. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Baptiste Séjourné. Nous allons passer rapidement au débat. Nous n'avons pas beaucoup de temps car nous devons nous arrêter autour de 12h45. Peut-être un rapide tour de table pour savoir ce que, d'après vous, on vient d'avoir quelques éléments de réponse évidemment, quel point il faudrait améliorer dans la gestion de l'eau en France. Si vous aviez un point à changer, une réforme à mener, quelle serait-elle? Dominique Lerin, on a bien compris que pour vous, l'enjeu central, c'est de remettre l'individu au centre du dispositif d'évaluation de la gestion de l'eau. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer quels seraient les mécanismes? Oui, si je parle de l'individu, c'est que je pense qu'il faut se concentrer sur le problème et les résultats, et non pas sur la manière et non pas sur le statut des opérateurs. Hein. Bon, qu'on se comprenne bien. Donc, parlons des résultats. Alors, effectivement, moi, je vois 3 améliorations possibles. Aux solutions. L'un, d'abord, c'est d'avoir une meilleure compréhension sur les revenus des populations les plus pauvres. Parce que si demain, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Strankar, je pense qu'on a devant nous la nécessité d'investissement important pour maintenir la qualité de notre patrimoine. Je veux dire, tous les touristes qui voyagent en France disent « Ah, c'est un pays bien équipé ». Sauf que ceci a un coût. Et donc, si on est incapable, pour des raisons budgétaires, politiques, institutionnelles, de maintenir cela, la qualité physique du pays va se dégrader. Donc, je pense qu'avec certitude, on a devant nous des investissements importants à faire. Bon. Se posera donc un problème de justice sociale. Et donc, si on admet que demain, on va aller vers une tarification un peu plus sophistiquée, peut-être variable au volume et tout ça, je pense que pour les fractions les plus pauvres de la population, c'est important de connaître les choses. Et là, on n'est pas à nouveau, on n'est pas dans les moyennes, on doit être dans les cas individuels. Et donc, là, manifestement, il y a un travail à mener pour avoir une meilleure coordination entre, d'un côté, les services sociaux et de l'autre côté, les grands opérateurs de réseau qui, eux, ont... Enfin, tout le monde a un bout de la connaissance et personne ne croise les choses. Donc, premier point. Deuxième point... je pense que, il me semble que ce n'est pas utile de demander tous les 3 matins aux habitants usagers que nous sommes ce que nous pensons sur tous les sujets. Parce que sinon, on aurait besoin d'avoir des journées de 48 heures. Par contre, prévoir formellement la consultation des habitants, voire avoir des élus qui, dans leur ville, mettent en place des comités spécifiques pour... écouter, associer des associations ou des individus sur des grandes décisions en matière de déchets, en matière d'eau, en matière d'électricité, tout ça, ça me semble un point essentiel. Et donc ça éviterait à nouveau un jeu, à mon avis, qui nous coûte énormément en France, où ceci n'est pas fait, des opposants s'y mettent, et comme on a un droit public qui est extrêmement sophistiqué et des tas d'avocats, donc des opposants vont rentrer dans le problème, non pas de manière positive, mais par le contre,
coût de transaction et tout ça. Donc je pense que là, on pourrait améliorer nos procédures. Et enfin, troisième élément, mais ça se fait déjà pas mal, je crois que en fait, il faut pouvoir donner, enfin, pour qu'il y ait confiance, il faut que tout le monde pense que les choses sont transparentes. Et la meilleure façon d'avoir ça, c'est de dire, il existe des sites web qui sont en accès libre, et donc sur ces sites-là, vous trouvez des tas d'informations. Alors aujourd'hui, moi qui travaille là-dessus, je pense qu'en 20 ans, il y a eu un énorme progrès qui a été fait par les compagnies, avec des factures qui sont plus lisibles, puis les mairies en régie aussi. Hein. Donc tout le monde a fait des progrès, le public et le privé. Donc les factures sont mieux expliquées, il y a des bilans qui nous sont donnés une fois par an, il y a des numéros verts, mais je pense qu'on pourrait encore améliorer les choses et faire passer ce message, c'est... Écoutez, le système fonctionne bien, il est bien géré, mais si vous voulez avoir plus d'informations, ceci est accessible sur des sites web. Et donc, au fond, ça permettrait à chacun, lorsqu'il y a des doutes, de comparer entre les genres de choses. Et je pense qu'à nouveau, on économiserait des disputes et des coûts de transaction. Merci beaucoup, Dominique Laurin. Jean-Luc Trancard, un point sur lequel je voudrais revenir. Vous avez parlé de la nécessité de financer la modernisation des infrastructures. Est-ce que selon vous, en France, il faut aller chercher d'autres modes de financement, remettre en cause le principe low pay low et par exemple faire appel à l'impôt? Alors, il y a des pays qui font appel à l'impôt pour ça, pourquoi pas. En matière de financement, je pense qu'il y a un autre enjeu que j'ai évoqué également qui est plus important. J'ai évoqué l'importance de la directive 4 sur l'eau. Aujourd'hui, elle est globalement pas financée, alors que les autres directives qui portaient sur l'eau potable, sur l'assainissement, etc., ont été financées par les usagers sur la facture d'eau potable. Or, mon voisin de l'hydroélectricité, il doit payer en moyenne 25% de son chiffre d'affaires à l'État sous forme d'une redevance qui rentre dans les caisses de l'État et qu'on ne voit pas ressortir autrement que par une contribution générale à la fiscalité du pays. Moi, si j'avais une suggestion à faire, je suggérerais à l'État d'affecter une partie de cette nouvelle ressource au financement de la directive 4 sur l'eau, de l'aménagement global des rivières, parce qu'on ne peut pas continuer à faire peser sur l'usager de la facture d'eau des charges sur la directive 4 sur l'eau qui ne sont pas directement liées à sa fonction. Et pour répondre à votre question maintenant, raison de plus de faire ça parce qu'on a besoin de cet argent de la facture d'eau pour financer le renouvellement des infrastructures qu'on a un peu délaissées ces dernières années. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Louis Oliver, vous avez parlé du Forum mondial de l'eau comme forum des solutions. Quelle solution attendez-vous de ce forum à Marseille? C'est un peu difficile de vous répondre très rapidement. Enfin, la préparation du forum est en train de se préciser. Je pense qu'il serait important, par exemple, de renforcer le rôle des collectivités locales qui sont quand même au plus près des populations et souvent directement impliquées dans l'accès à l'eau et à l'assainissement, parce que quand on procure de l'eau potable, immédiatement on produit des eaux usées, et donc c'est au niveau local, très souvent lié à la voirie, à l'aménagement urbain, que se pose le premier échelon des problèmes. Et là, la France a ce paradoxe qu'ayant une histoire de pays centralisé, son système de l'eau est extrêmement décentralisé, puisque les compétences au niveau de l'alimentation d'eau, de l'assainissement et des ordures ménagères est au niveau local, et que l'eau a été justement le premier secteur dans lequel la coopération intercommunale s'est développée au XIXe siècle. C'est très révélateur que le problème de l'eau est d'abord local et que la coopération commence également localement. Y compris dans les eaux transfrontalières, on fait plus facilement coopérer des collectivités locales transfrontalières que des États centraux. Donc je pense que l'émergence de collectivités locales à différentes échelles, que ce soit celui des villes ou des régions, en passant le cas échéant par le niveau des bassins hydrographiques nationaux, pourrait être une avancée intéressante. D'ailleurs, la France s'est dotée d'une loi dite Oudin pour développer la coopération décentralisée de nos collectivités locales et de nos agences de l'eau à l'international. Ce qui était tout à fait novateur et que d'autres pays ont tendance à développer. Et je crois qu'il y a là un champ, une marge de progrès au profit de pays en voie de développement qui elles-mêmes cherchent à se décentraliser en commençant par les services essentiels que sont l'eau et l'assainissement. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Séjourné, pour conclure, quelles seraient vos recommandations, un point sur lequel vous aimeriez insister? Je citerai trois défis pour le futur, vu
sous un angle d'hydroélectricien. Le premier défi, c'est répondre aux besoins de pointe. Faire en sorte que, en France, où chaque année, vous le notez, on bat des records de puissance au moment de froid, on puisse avoir des installations hydroélectriques supplémentaires. Donc il est absolument nécessaire de former stations de transfert d'énergie par pompage qui mettront 8 à 10 ans pour se faire, mais qui vont être absolument indispensables pour assurer l'équilibre du système électrique, et notamment vis-à-vis de l'intermittence. Deuxième défi, c'est justement cette intermittence. De plus en plus d'énergie renouvelable, de plus en plus d'imprévisibilité des périodes de l'année où elles vont être effectivement disponibles. Et donc, ça nécessite d'avoir des liens beaucoup plus forts entre les prévisions météo, l'hydraulicité, les prévisions de vent, l'optimisation de différents moyens de production et la valorisation de cette énergie vers des clients. Et donc, il y a tout un défi d'intégration d'une chaîne et où probablement, à l'amont, il y a besoin de compétences qui sortent du milieu de l'énergie, de bureaux d'études, venant du monde de l'eau, de prévision sur les bassins versants, pour arriver à modéliser, intégrer ces différents éléments. Le troisième défi, c'est développer des technologies sympathiques pour les poissons dont parlait Jean-Luc Trancard, pour des technologies sympathiques pour les anguilles, et pour tous les autres poissons qui se trouvent. Voilà. Et donc là, il y a matière à de l'innovation. On voit des PME qui proposent des technologies de basse chute en la matière, mais clairement, ça fait partie dans la palette d'outils supplémentaires pour arriver à concilier au mieux cette énergie qui est une énergie renouvelable et qui présente énormément d'intérêt, et aussi une attente de plus en plus forte de respect de la biodiversité et de respect des milieux aquatiques. Donc je n'ai pas posé du tout de questions politiques ni polémiques, simplement, comme à ma gauche, et ce n'est pas parce qu'il est à ma gauche, mais c'est le président du Comité national de l'eau, on n'a pas parlé de ça, et c'est très important. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'élus de tous bords politiques qui, pour la plupart, n'ont pas une grande compétence dans le domaine. Et donc, quand on parle des associations de la société civile présentes dans les commissions consultatives des services publics locaux, dans les comités de bassin, la plupart n'ont pas une formation. Comme c'est un sujet complexe, la démocratie, elle n'est pas facile à se mettre en place. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est sur le côté gouvernance. Par rapport au Forum mondial de l'eau, je ne vais pas vous parler qu'à ce moment est aussi construit un forum alternatif mondial de l'eau, où j'espère qu'il y aura des passerelles entre des gens qui ont d'autres solutions, etc., pour discuter ensemble. Ça me semble absolument indispensable. Mais la gouvernance mondiale de l'eau, quand le président du Conseil mondial de l'eau est quelqu'un qui fait partie d'une grande entreprise, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour que la neutralité s'impose. Mais j'insiste pas là-dessus. Là où je veux en venir, c'est, vous avez tous dit, c'est un peu ringard, c'est un peu dépassé. Je respecte ce que vous pensez. Simplement, il se passe des choses depuis plusieurs années, que ça soit au niveau international, ça soit en France, et là, effectivement, je rectifie, il y a peut-être plus de communes de gauche qui sont avec les délégataires, et donc ce n'est pas un problème de partis politiques, tout le monde est touché, et ça a traversé tout le monde. Hein, mais ce n'est pas parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce que je pense. Mais en même temps, il faut reconnaître que le renouvellement, M. Trancard l'a dit, le renouvellement des canalisations qui ont beaucoup vieilli, plus de 2 tiers des canalisations ont une durée actuelle supérieure à leur durée de vie. Donc ça va être des investissements colossaux. Ensuite, il y a le problème du prix. Bon, je ne viens pas entre le public et le privé. Il y a le problème des fuites. Il y a énormément de fuites, même s'il y a des améliorations. Il y a encore trop de fuites, y compris dans certaines communes comme Nîmes. On est à plus de 40% de fuites, et je ne dirais pas qui gère, pour ne pas faire de polémique. Donc, en gros, ce que je reproche, c'est cette opacité dans tous les domaines. C'est-à-dire, je ne dis pas que le public est parfait et le privé, c'est les plus méchants. Mais comme le privé gère près de 80% des usagers français et qu'on a un système particulier, il y a eu des efforts, il y a eu des lois d'ailleurs pendant que l'UMP, enfin le RPR était en place dans les années 95. Il y a eu là aussi la loi Sapin, mais cette transparence n'est pas retombée au niveau de la personne lambda qui ne comprend pas grand-chose pourquoi le prix est différent d'une commune à une autre alors que la ressource, etc. Je me présente André Flageolet, je suis député, mais je suis surtout ici en tant que président du Comité national de l'eau.
et en tant que président d'un autre, entre guillemets, truc, qui s'appelle le Comité de gouvernance Ecophyto 2018. On aura peut-être l'occasion d'en parler cet après-midi. Moi, je voudrais revenir, parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il y avait un peu un malentendu. À savoir que si le Forum mondial de Marseille est le Forum mondial des solutions, c'est au niveau de l'international. C'est-à-dire, mon idée est la suivante, et je la défends auprès de M. Frémont et auprès de l'Élysée. Il faut passer de l'article 2 de la loi de 92, l'eau est le bien commun de la nation, à un article nouveau qui reste à créer, l'eau est le bien commun de l'humanité. Et tous les humains, sans exception, sont en droit d'accéder à une eau potable et à un traitement. Et je voudrais souligner l'écart considérable qui existe entre la théorie et la pratique. J'aurai l'occasion d'en parler cet après-midi. Ça me paraît être quelque chose de démentiel. Et donc, deuxième interrogation, la loi Oudin-Santini, 1% mériterait une évaluation. L'évaluation est en cours et j'essaierai de la faire en tant que député dans le cadre du 10e programme. Je voudrais vous dire aussi qu'au niveau national, le 1% Santini, Oudin-Santini, qui est solidaire ailleurs, est en train de se faire à l'intérieur avec la loi Cambon, qui est passée en deuxième lecture au Sénat, et avec l'engagement du ministre de l'écologie de donner un principe de tarification sociale sur lequel le CNE a travaillé, qui consiste à dire qu'aucune personne, quel que soit son statut, ne pourra payer plus de 3% de ses revenus pour accéder à l'eau potable. Donc c'est un principe très simple. On est en train d'essayer de le mettre en place, mais je crois qu'il est important que je l'apporte ce matin en tant qu'éclairage pour bien montrer que l'eau est du patrimoine, l'eau est la santé, mais c'est et la santé EST. Merci beaucoup. Dominique Lerin, vous vouliez réagir par rapport aux deux premières interventions, questions? Oui, rapidement. C'est-à-dire, moi, j'admets qu'on peut faire mieux sur ce nombre de choses, et surtout que nous avons devant nous des vrais problèmes, si on veut respecter l'environnement, ça c'est clair, qui nécessiteront des investissements. Et donc je pense aussi comme citoyen qu'il est irresponsable, au fond, de retarder ce genre de choses parce qu'on ne fait que passer le problème sur la génération suivante. Donc je pense que c'est moralement pas soutenable et politiquement dangereux. Bon. Par contre, et donc on peut se rejoindre sur ce point avec Touli. En revanche, là où je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que si on n'a pas une sorte de vision apaisée des phénomènes, une sorte de consensus collectif qui consiste à dire si les biens essentiels sont essentiels dans notre société, nous devons en accepter le prix. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'il y aura en permanence une sorte de suspicion sur l'ensemble de ces biens-là, en disant et comme ci et comme ça, ça ne va pas être gratuit, est-ce qu'il n'y a pas ci ou ça? Et au fond, le citoyen consommateur va rechigner à payer ce genre de choses. Et comme par exemple, on est dans une économie de marché ouverte, le revenu qui ne sera pas alloué à l'ensemble de ces biens-là va être alloué à d'autres choses. Donc on arrivera à ce paradoxe phénoménal en région parisienne où, quand vous connaissez un certain nombre de personnes, vous avez des gens qu'on dit, entre guillemets, pauvres et qui ne peuvent pas payer ou l'eau et l'électricité. Et au hasard d'une rencontre, d'une discussion, vous apprenez qu'ils sont passés le week-end en famille à Euro Disney. Donc on pourrait dire que, pour reprendre la formule de quelqu'un, nous avons du mal au fond, à admettre le prix des biens essentiels, et parce qu'il y a du marketing, de la séduction, des techniques marchandes sophistiquées, nous avons tendance, au fond, à brûler une partie de notre énergie sur des biens futiles. Donc moi, personnellement, je pense que cet arbitrage-là collectif entre le prix que nous mettons pour les biens essentiels doit être abordé de front. Et pour le faire, parce que c'est difficile à expliquer aux gens, nous devons, entre nous, Français, avoir une vision apaisée de ce genre de choses. Et c'est pour ça que moi, je partage, comme chercheur et citoyen, toutes les opinions, mais je trouve que dans vos critiques, comme vous allez trop loin. C'est-à-dire que vous ne retenez que ce qui ne va pas. Et comme dirait l'autre, il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand vous êtes dans un monde concurrentiel, vous ne gagnez pas régulièrement. Vous voyez, si les firmes françaises de l'eau, moi j'ai expliqué ça, j'étais expert à la Banque mondiale comme consultant sur des groupes de travail. Et j'étais choqué, comme si, vous voyez, qu'un des responsables de l'eau me dise « Dominique, explique-moi ces questions de corruption ». Je lui répondais « Oui, mais si les firmes françaises gagnent dans le monde entier,
ne se promène pas avec des valises de billets pour arroser tout le monde. Donc, on voit très bien qu'il existe des vraies compétences dans notre pays, et le jeu intelligent est de se dire comment on mutualise nos compétences, à la fois du secteur privé, du secteur public, des élus locaux, pour au fond améliorer les choses chez nous et pour faire de l'exportation. Donc c'est pour ça que je suis, pour être franc, comme citoyen, je suis extrêmement gêné par la posture que vous développez, parce qu'au fond, elle envoie un mauvais message à l'international, et au lieu de résoudre les problèmes, elle les rend encore plus compliqués. Et personnellement, je pense que nous avons des vrais problèmes à résoudre. Merci beaucoup, on est obligé de s'arrêter. On se retrouve à 14h pour la table ronde quantité-qualité. Un grand merci à nos 4 intervenants pour cette table ronde.